Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Par un matin gris et brumeux comme la ville éternelle en connaît parfois, un pêcheur, c'est un pauvre pêcheur romain, il est là sur les bords du Tibre et il va relever dans ses filets un corps. Oh, vous me direz, ça n'est pas très rare. Les pêcheurs du Tibre sont habitués à ce genre de mésaventures, sauf qu'en l'occurrence, le cœur que recueille ce pêcheur au petit matin n'est pas n'importe lequel. Il s'agit des restes d'un souverain pontife mort 9 mois plus tôt. C'est la dépouille d'un pape qu'a ramassé ce pêcheur, et cette dépouille a été au centre d'un des épisodes les plus singuliers de l'histoire de la papauté, puisqu'il s'agit du procès posthume par définition, du procès d'un cadavre. Il faut que je vous dise qu'en cette fin du IXe siècle, la vie de la papauté est extrêmement chaotique. Il y a énormément de papes qui se succèdent. Un des signes d'ailleurs de ce chaos à la tête de l'Église de l'époque, c'est que les papes se succèdent à une très grande vitesse. On a calculé qu'entre l'an 872 et l'an 965, pas moins de 24 papes s'étaient succédés sur le trône de Saint-Pierre. Et même entre 896 et 904, on en compte quasiment un chaque année. Chaque nouveau pape vit une vie, un pontificat, un règne extrêmement dangereux, il faut vous le dire. On court constamment le risque d'être jeté en prison, d'être mis en accusation, d'être assassiné même. Les intrigues de palais se multiplient au Vatican, qui est devenu un endroit parfaitement malsain. Ce qu'il faut vous dire aussi, c'est qu'en cette toute fin du IXe siècle, la papauté est en train d'acquérir un rôle temporel de plus en plus important. Bien sûr que le pape est à la tête de l'Église, qu'il exerce un magistère spirituel, mais il joue aussi un rôle très important dans les luttes entre souverains de l'époque, et notamment dans les guerres intestines, les guerres qui agitent la péninsule d'Italie. La papauté intervient dans toutes sortes de conflits familiaux, notamment à Rome, où les grandes familles de Rome ont pris l'habitude d'utiliser le pape à leur service. Tout ça crée bien entendu énormément de complications. Le conflit essentiel et principal, il oppose le pape aux empereurs carolingiens, qui sont néanmoins et officiellement protecteurs de l'Église catholique. À la mort de Louis II d'Italie, qui était donc un carolingien, en étant 875, le pouvoir va tomber sous la coupe des ducs de Spolète. Et à ce moment-là, évidemment, le conflit prend une dimension encore plus importante. On peut dire qu'au Vatican, il y a maintenant ceux qui sont pour le duc de Spolète et ceux qui restent fidèles à la dynastie carolingienne. Eh bien, c'est dans ce contexte nébuleux que va s'inscrire toute la carrière de notre Formose. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, qui est-il, ce Formose dont je vais vous parler ce matin ? C'est un homme d'église qui était né, alors on pense aux environs de l'an 816. Vous savez qu'à cette époque, il est extrêmement difficile de donner des choses bien précises, forcément. Il est sûr qu'il est né très peu après la mort de Charlemagne, probablement dans un petit village d'Italie. Certains disent à Rome. Il y en a même qui prétendent que Formose serait né en Corse, près de Vivario, dans le hameau de Perello. Pour tout vous dire, il n'y a pas de source fiable à 100%. Mais il est possible que Formose soit d'origine corse. On connaît véritablement son parcours à partir de l'an 864 seulement, c'est-à-dire qu'il a quasiment déjà la cinquantaine. Il va devenir évêque de Porto. Alors le Porto dont je parle n'a rien à voir avec le Portugal, c'est un diocèse qui se trouve à l'embouchure du Tibre. Et en tant qu'évêque de Porto, il commence à mener une action politique et diplomatique personnel. C'est là que ça commence à faire des étincelles, si je puis dire. Il va être amené à effectuer un certain nombre de missions diplomatiques en Bulgarie d'une part, et ça va lui apporter des soutiens qui seront par la suite très importants. Il va se rendre aussi en Francie, et lorsqu'il est en Francie, il devient un ami, j'allais dire, en tout cas un proche, un conseiller du roi Charles II le Chauve. D'ailleurs, il va persuader Charles II de se faire couronner par le pape pour asseoir
asseoir son autorité, un peu à la manière de ce qu'avait pu faire son aïeul Charlemagne. Formose gagne aussi, et ça c'est très important, il gagne aussi les faveurs d'Arnulf de Carinthie. Arnulf de Carinthie, c'est un roi franc de la dynastie carolingienne, justement, qui a bien l'intention de prendre le contrôle du trône d'Italie. Donc à partir de 872, Formose, qui est candidat au Saint-Siège, va mener une action de plus en plus importante. Certains, alors il a des ennemis, bien sûr. On dit qu'il a voulu devenir archevêque de Bulgarie. On dit que lorsqu'il a quitté son diocèse de Porto, c'était sans l'autorisation pontificale. On l'accuse d'avoir conspiré d'une part contre l'empereur romain, mais d'autre part aussi contre certaines familles romaines. On dit même qu'il a été dépouillé un certain nombre de monastères dans Rome. Il y en a qui disent que Formose serait prêt à livrer la ville éternelle aux Sarrasins. Vous imaginez bien. Guy de Spolète, en attendant, l'un de ses prétendants dont je vous parlais tout à l'heure, Guy III de Spolète, a été couronné roi d'Italie à Pavie et il s'est rendu à Rome pour que le pape, qui à l'époque est le pape Étienne V, le couronne non seulement roi d'Italie mais empereur d'Occident. Pendant ce temps, Formose, de son côté, œuvre toujours en faveur d'Arnulf de Carinthie. Et la diplomatie qu'il mène déplaît beaucoup à ses supérieurs. Le successeur du pape Étienne, le pape Jean VIII, craint que Rome ne perde son indépendance. Si une dynastie impériale, par définition très puissante, devenait en même temps roi d'Italie, prenait la couronne d'Italie. Et le pape va décider en 876 de faire carrément excommunier Formose. C'est terrible, hein. Formose est obligé de s'enfuir, il fuit son diocèse, il est avec ses partisans, pas question pour lui de rentrer à Rome. Finalement, il va se mettre sous la coupe, sous la protection de Guy de Spolète, ce qui est un paradoxe. Autant vous dire qu'à la mort du pape, Formose va confirmer le couronnement de Guy de Spolète. Il va d'ailleurs faire reconnaître son fils Lambert de Spolète comme successeur légitime, sauf que Formose se méfie du nouveau roi d'Italie et qu'il continue d'entretenir des relations très privilégiées avec Arnulf de Carinthie. Vous avez bien compris que cet homme-là joue un jeu très dangereux. Vous écoutez Radio Classique. Je vous dis qu'il est très dangereux d'être pape à cette époque, à la fin du IXe siècle. Eh bien, le pape Jean VIII, qui avait fait des misères à notre Formose, va mourir à son tour, empoisonné. On dit même qu'il aurait été achevé à coups de marteau, ça vous donne quand même une idée. C'était pourtant un grand pape, Jean VIII. C'est lui qui avait aboli l'esclavage dans l'Empire d'Orient. Il avait évité un schisme entre l'Orient et l'Occident. Il avait réussi à maintenir la papauté indépendante de ce pouvoir impérial qui pourtant la menace constamment. Inutile de vous dire qu'à sa mort, la noblesse italienne va tout faire pour reprendre le contrôle de la papauté. C'est Marin Ier qui lui succède. Marin est un ami de Formose, donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour Formose, qui va pouvoir ainsi retrouver son diocèse de Porto, qui va rentrer en possession de tous ses attributs. Il est extrêmement habile, Formose. Il est en train de se faire un véritable réseau au sein de la papauté. Il gravit tous les paliers. À cette époque, je vous l'ai dit, on change très souvent de pape. Alors, Marin Ier ne va régner qu'un an. C'est Adrien III qui lui succède, puis qui ne va durer lui aussi, qui ne va régner qu'un an. Et puis Étienne V. Alors, Étienne V va régner quand même pendant 6 ans. Et voilà que le 19 septembre 891, c'est au tour de Formose de monter sur le trône de Saint-Pierre. Il sera consacré le 6 octobre de cette année 891. Évidemment, pour Arnulf de Carinthie, c'est une très bonne nouvelle. Immédiatement, le prétendant impérial fait une incursion à Milan. Il est à Pavie dès 893 et il va venir assiéger la ville éternelle. Vous imaginez bien que la famille de Spolète, et notamment Lambert de Spolète, dont je vous ai parlé tout à l'heure, à l'intérieur de Rome, n'est pas contente du tout de voir arriver les impériaux sous les murs. On se rebelle, on va aller jusqu'à arrêter le pape Formose et aller encore un pape qu'on met sous les verrous au château Saint-Ange. Néanmoins, les Romains ne peuvent rien faire contre un envahisseur aussi puissant.
et Formose sera libéré quelques jours plus tard. Il va pouvoir ainsi couronner l'empereur Arnulf dans la basilique Saint-Pierre de l'époque. Ça n'a rien à voir avec la basilique Saint-Pierre que vous connaissez forcément. Quelques mois plus tard, Formose, à son tour, est empoisonné. Certains disent qu'il est simplement mort de vieillesse. C'est vrai qu'il avait environ 80 ans. On ne saura jamais de quoi est mort Formose. Ce qui est sûr, c'est que à sa mort, Rome est véritablement divisée en deux camps. Certains disent que c'est un saint homme qui vient de quitter le trône de Saint-Pierre. Certains disent qu'il a été peut-être un des meilleurs papes de son temps. D'autres disent qu'il s'agissait purement et simplement d'un traître. Or, il se trouve que, alors que le pape Formose est mort depuis un certain temps, son successeur se dit qu'après tout, il serait peut-être bien de faire un exemple et de montrer de quel bois le Vatican se chauffe lorsqu'on essaie d'attenter à sa souveraineté. On va donc décider d'aller chercher dans sa tombe le pape Formose et de le juger précisément pour traîtrise. Franck Ferrand sur Radio Classique. Je cite le cardinal Hergenröther qui nous dit qu'à partir de la mort de Formose, commença pour le Saint-Siège une ère d'humiliation profonde. En 8 ans, 9 papes devaient se succéder, dominés par Ageltrude, et leurs successeurs ne purent se soustraire à son action néfaste que pour tomber sous un joug plus triste encore. La papauté n'a plus d'empereur pour la protéger, dit Flich, et l'aristocratie romaine va profiter des troubles de l'Italie pour mettre la main sur elle. Cette histoire de Formose, d'une certaine manière, ne fait que commencer, ou plutôt elle recommence. Formose a été remplacé par Boniface VI, qui ne vit que 15 jours après son élection. Et puis arrive donc celui dont je vous parlais, Étienne VI. Ce qui est un peu étrange, c'est qu'Étienne VI a été autrefois le disciple de Formose. Il est devenu maintenant son principal opposant. Il faut vous dire qu'Arnulf de Carinthie a quitté à ce moment-là l'Italie. Étienne VI s'aligne sur les intérêts de la famille de Spolète. Lambert de Spolète s'est rendu à Rome. Il faut vous dire que déjà les partisans des Spolète avaient repris la ville éternelle et il a réussi à convaincre le nouveau pape de condamner toutes les actions de Formose en faveur des impériaux, en faveur d'Arnulf. Et donc, on va aller tirer Formose de sa tombe. C'est une histoire absolument extraordinaire. On exhume ce cadavre pontifical. On lui met tous ses anciens ornements pontificaux. On va l'installer sur une espèce de trône. Inutile de vous dire que le corps ne tient pas bien, alors il faut l'attacher, il faut le soutenir. Bref, on essaie de lui donner l'air le plus majestueux possible pour pouvoir le juger de façon fracassante, stupéfiante, devant la foule. Les gens sont là, qui vont assister au procès d'un cadavre. C'est ce qu'on appelle le concile cadavérique. Franck Ferrand sur Radio Classique. Soigneusement préparé ce concile dans les moindres détails. Au début de l'année 897, le pape Étienne VI et Lambert de Spolète ont donc ordonné l'exhumation, on a installé le cadavre et il y a bien entendu toutes sortes de chefs d'accusation. Alors on va dire que la nomination, l'élection de Formose était illégale parce qu'à l'époque il était simplement évêque de Porto. On va lui poser toutes sortes de questions à ce cadavre. Alors vous allez me dire, mais comment est-ce qu'un cadavre peut répondre? Ah, mais on a pris soin de lui donner un porte-parole qui est un diacre qui a été nommé pour parler au nom du défunt. En tant qu'évêque de Porto, pourquoi as-tu, avec si grande ambition, usurpé le Saint-Siège, lui demande-t-on. Et le diacre est là qui répond. Certains disent que le diacre, dans cette affaire, ne fait que lire des réponses qui avaient été préparées à l'avance. C'est vraiment ce qu'on peut appeler un simulacre de procès. Il y a néanmoins des avocats de Formose qui vont essayer d'une certaine manière de les défendre, mais la sentence du concile, étant une sentence de concile, ne sera pas soumise à appel. Le synode va signer l'ordre de destituer Formose, de le condamner, de le révoquer de toutes ses nominations et surtout, ce qui est le plus important pour ceux qui ont organisé ce procès, d'annuler toutes les décisions
qu'il a pu prendre. Et on va assister à cette chose assez effroyable, assez incroyable, de la dégradation publique d'un cadavre. Vous imaginez à quel point tout ça est inouï. On dit que le défunt n'était pas digne du pontificat et l'on annule tout ce qui, de près ou de loin, pouvait avoir été fait pendant son règne. Après quoi, on va jeter le cadavre au Tibre, et c'est ainsi que notre pêcheur va retrouver ce cadavre dans ses filets. Alors on dit qu'après la mort d'Étienne VI, Formose sera tout de même réenterré, et qu'on le réenterrera à Saint-Pierre, et que Théodore II lui organisera des funérailles solennelles. Sauf que certains chroniqueurs, et là ça paraît incroyable, certains chroniqueurs nous disent que Formose sera de nouveau exhumé, de nouveau tiré de sa sépulture par Sergius III en 905, et que cette fois on ira jusqu'à décapiter son cadavre et jusqu'à lui couper encore 3 doigts qui lui restaient avant de le rejeter dans le Tibre, où cette fois personne n'ira le récupérer. Étienne VI ne l'emportera pas au paradis, si je puis dire. Il faut que je vous dise que ce pape, lui aussi, a été emprisonné, étranglé à mort dans sa prison quelques mois après le concile cadavérique. 2 ans plus tard, le pape Jean IX avait rétabli Formose, en attendant qu'on le ressorte. Il avait interdit que tout procès puisse être intenté à des papes décédés. Le seul procès qui désormais pourrait les regarder serait le procès de l'histoire. Vous écoutez Radio Classique.